On enchaîne avec la session 2 et merci à Thibaut Vachart qui remplace au pied levé les collègues dijonnais. Benjamin Ferrand qui est coincé dans le train. Il n'a pas de grève aujourd'hui, mais il y a le train. Bien, bonjour à tous. Pour cette session sur l'intelligence artificielle, alors j'ai le plaisir de la modérer avec mes collègues à côté de moi. Donc sur l'intelligence artificielle, c'est un enjeu majeur et quand on voit le rythme auquel les choses vont. Et donc pour le premier topo, je vais appeler Benoît Lequeux qui va nous parler de former et informer les patients grâce à l'intelligence artificielle. Benoît ? Mais il est peut-être pas là. Benoît ? C'est vrai que je le vois pas dans la salle, mais... Bonjour Bien. à tous, alors, je suis désolé de ne pas pouvoir être présent. Vincent Algalarondo, donc sur Marseille. Ah oui, il est temps, pardon, excusez-moi. Bonjour à tous, je suis désolé de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui, étant à Marseille, mais c'est l'occasion de vous montrer l'utilisation de nouvelles technologies d'intelligence artificielle pour vous faire cette présentation. Aujourd'hui, je vous présente donc comment l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux former et informer nos patients. Nous verrons les usages actuels, les attentes des professionnels et des patients, mais aussi les risques et limites à connaître. Selon un baromètre récent, 90% des professionnels de santé utilisent un IA dans leur travail et pourtant 91% demandent un cadre clair d'utilisation. Du côté des patients, 84% souhaiteraient être informés lorsque l'IA intervient dans leur prise en charge, alors que seul un praticien sur deux leur en parle réellement. Et près d'un patient sur deux l'utilise déjà pour sa santé. Il y a donc un besoin évident de transparence et d'explication. L'HAS a publié en octobre 2025 un premier document sur l'usage de l'IA générative en santé pour répondre à la demande croissante des professionnels, clairement exprimée dans le baromètre présenté précédemment. Ce guide repose sur l'acronyme AVEC, apprendre, vérifier, estimer, communiquer, et propose une démarche structurée selon la chronologie d'utilisation, avant l'usage, pendant l'usage et en continu. Avant de parler de l'utilisation, il est important de parler de sécurité des données. Dans ce travail, l'auteur montre qu'il est possible d'extraire des données d'entraînement de certains modèles. Dans le domaine de la santé, cela pose un risque important pour la confidentialité. Même si les bases ne sont pas accessibles, le modèle peut révéler des éléments sensibles, d'où l'importance d'utiliser des outils sécurisés et conformes. Certaines attaques basées sur la poésie permettent de contourner les règles de sécurité des modèles. 62% de réussite en moyenne et jusqu'à 80% pour extraire des données. Les petits modèles y sont moins sensibles. Cela montre que même les systèmes les plus avancés restent vulnérables et qu'une vigilance permanente est nécessaire. À ce jour, aucun modèle grand public n'est certifié pour traiter des données médicales sensibles. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés pour du diagnostic ou des décisions cliniques. Leur usage doit rester pédagogique ou administratif sous contrôle humain. Les données de santé sont très sensibles et très recherchées. Leur vol peut entraîner chantage, fraude ou discrimination. L'usage croissant de l'IA augmente les surfaces d'attaque. Il faut donc renforcer les mesures de sécurité et privilégier des solutions conçues pour protéger les données dès la conception. Les hallucinations désignent des réponses fausses, mais exprimées avec assurance. C'est un problème majeur. En santé, une erreur peut désorienter un patient. Il faut donc toujours valider les informations produites par l'IA et ne pas la considérer comme une source fiable par défaut. Après avoir vu les limites et les enjeux de sécurité, passons maintenant au volet positif. Comment l'IA peut réellement nous aider en santé ? Face à la quantité croissante d'informations médicales, elle permet de diffuser un savoir fiable, accessible et personnalisé. Elle apporte d'abord de la précision et de l'actualité grâce à l'analyse de très grandes bases de données. Ensuite, son interface conversationnelle facilite les questions de suivi et rend l'information plus compréhensible pour les patients. Enfin, l'IA complète l'entretien médical, notamment pour les maladies rares comme l'amylose, en offrant un relais d'informations disponible à tout moment. En résumé, elle peut combler un vrai manque de ressources éducatives pour nos patients. Ici, on illustre concrètement ce que peuvent apporter les agents conversationnels en santé. Ils permettent une interaction simple, le patient pose une question et l'IA fournit une explication claire en langage courant. Les avantages sont évidents.
une information disponible 24 heures sur 24 et un complément utile à l'entretien médical. Mais il existe aussi des limites. La qualité dépend du corpus d'entraînement. Ces outils ne remplacent pas un diagnostic et les hallucinations doivent toujours être surveillées. Ici, on aborde une autre application très prometteuse, les avatars pédagogiques. Ce sont des personnages animés par l'IA, capables d'expliquer une maladie ou de répondre aux questions de façon personnalisée. Contrairement à une vidéo classique, l'avatar interagit en temps réel et s'adapte au niveau du patient. On peut l'utiliser par exemple en amylose cardiaque pour aider les patients à reconnaître les symptômes d'alerte ou à mieux comprendre leur maladie. Ces outils rendent l'éducation plus humaine, augmentent l'engagement et améliorent la rétention des informations. Aux États-Unis, l'exemple le plus abouti dans le domaine des avatars médicaux est la société Hippocratic AI. Ils développent des agents virtuels capables d'accompagner les patients dans des domaines très variés, comme ici avec Linda, dédiée au suivi après une insuffisance cardiaque. Cette entreprise a déjà atteint une valorisation impressionnante de 3,5 milliards de dollars, ce qui montre l'intérêt massif du secteur pour ces outils d'éducation et d'accompagnement. Et maintenant, à nous Français, de développer notre propre licorne dans ce domaine. Nous avons toutes les compétences médicales, technologiques et éthiques pour créer des avatars pédagogiques de référence mondiale, adaptés à notre système de santé et à nos patients. L'enjeu est majeur et nous avons clairement une carte à jouer. Ici, on voit comment les plateformes éducatives basées sur l'IA permettent d'aller encore plus loin. Elles proposent un parcours complet combinant texte, vidéo, quiz et coaching pour offrir une expérience immersive. L'IA s'adapte automatiquement au profil du patient en ajustant le niveau de détail et le type de support. Elle peut aussi personnaliser les contenus, reformuler un compte-rendu en langage clair, générer un résumé sur mesure ou créer une FAQ interactive. L'objectif est simple, fournir la bonne information au bon moment, sous la bonne forme. Cette slide montre comment l'IA peut être utilisée de façon très concrète dans l'amylose cardiaque. D'abord pour expliquer la pathologie, grâce à un vocabulaire adapté, des métaphores simples et des réponses interactives, elle rend la maladie plus compréhensible. Ensuite, pour l'accompagnement post-diagnostic, l'IA peut servir de tuteur après la consultation, reformuler calmement les informations et orienter vers des ressources fiables. Enfin, pour l'adhésion au traitement, un coach numérique peut envoyer des rappels, assurer un monitoring simple et mettre à jour les informations automatiquement. L'objectif est d'aider le patient à mieux comprendre, mieux suivre et mieux vivre avec sa maladie. Cette slide montre comment l'IA peut aussi améliorer l'observance thérapeutique. Un agent de coaching virtuel disponible 24h/24 peut envoyer des rappels intelligents pour la prise des médicaments ajustés automatiquement au rythme du patient. Il peut également suivre les effets, réaliser un sondage après perfusion, déclencher des alertes selon les symptômes rapportés ou coordonner avec la rééducation. Enfin, l'IA joue un rôle clé dans la motivation, encouragement régulier, rappel de l'importance du traitement et suivi des progrès. Tout cela contribue à une meilleure adhésion au parcours de soins. Les traitements de l'amylose sont souvent complexes, anticorps, monoclonaux, ARN, interférences, stabilisateurs, et il est difficile d'en donner une explication claire en consultation. L'IA peut vraiment aider. Elle permet des avatars pédagogiques, des animations interactives et même des chatbots capables d'adapter le niveau de détail selon les questions du patient. Comme dans l'exemple, elle transforme un mécanisme compliqué en images simples pour rendre ces thérapeutiques innovantes, plus accessibles et mieux comprises. Même si l'IA offre un énorme potentiel, il faut garder en tête plusieurs limites importantes. D'abord, la validation de l'information. Les modèles peuvent se tromper, donc une supervision médicale reste indispensable. Ensuite, l'adaptation aux patients. Certaines explications peuvent être trop techniques, d'où la nécessité d'ajuster le langage. Il y a aussi des enjeux éthiques et de transparence. Le patient doit savoir qu'il parle à une IA. La protection des données est un point clé avec l'exigence d'un consentement éclairé. Enfin, il faut tenir compte des inégalités d'accès au numérique et définir clairement qui est responsable en cas de contenu inapproprié. Ces défis doivent être adressés pour intégrer l'IA en toute sécurité. Pour intégrer l'IA en toute sécurité, plusieurs bonnes pratiques sont essentielles. D'abord, une supervision par les professionnels. Ce sont les soignants qui choisissent et paramètrent les outils et qui restent disponibles
pour reprendre la main. Ensuite, l'IA doit s'appuyer sur des bases de connaissances validées, issues de données médicales fiables et à jour. La transparence avec les patients est indispensable. Ils doivent savoir qu'ils interagissent avec une IA et comprendre ses limites. Enfin, tout cela doit s'inscrire dans un cadre réglementaire clair, conforme au RGPD et aux règles de protection des données de santé. Pour conclure, l'intelligence artificielle ouvre aujourd'hui des perspectives majeures pour l'éducation des patients. Nous avons vu qu'elle permet d'améliorer la précision de l'information, de personnaliser les contenus et d'accompagner les patients grâce à des chatbots, des avatars ou des plateformes interactives. Elle facilite aussi la compréhension de traitements complexes, renforce l'observance thérapeutique et offre un soutien continu disponible 24 heures sur 24. Bien sûr, ces outils doivent être utilisés avec prudence. Supervision médicale, transparence, protection des données et cadres réglementaires sont indispensables. Mais les recommandations professionnelles, la validation scientifique croissante et les progrès continus des modèles vont dans le bon sens. L'avenir se dessine déjà. Des IA plus empathiques, plus fiables et mieux intégrées au parcours de soins. Et c'est maintenant à nous, en France, de saisir cette opportunité pour développer des solutions innovantes et sécurisées au service de nos patients. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent congrès. Qui pense que Benoît s'est filmé face à ce magnifique temps printanier? Qui pense que c'était un avatar? Je vous ai peut-être un peu induite. Effectivement, Benoît a fait cette présentation surprise grâce à du coup, son avatar, 4 technologies différentes d'intelligence artificielle. Et donc, voilà. J'espère qu'on aura 2 orateurs physiques pour la suite. J'espère aussi, parce que... pour me planter à chaque fois. Donc pour le deuxième topo, je vais inviter Vincent Algarondo à nous rejoindre pour parler de ECG, de l'échographie, de la scintigraphie et l'apport de l'intelligence artificielle. Merci. Merci et bonjour à tous. Ouais. On a un tout petit peu l'impression de se faire avoir quand même, non? Ok, donc moi je vais vous parler effectivement des diagnostics augmentés. Donc on va reparler d'IA sur l'électrocardiogramme, les scintigraphies et l'ECG. Donc je vais passer rapidement sur la définition de l'IA et de qu'est-ce que ça va apporter dans l'amylose cardiaque. Moi, je pense que les questions actuelles, c'est vraiment le screening et le raccourcissement des délais diagnostiques. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose encore sur les phases avancées de la maladie et le pronostic. Je rappelle aussi qu'il y a maintenant des guidelines de plus en plus clairs sur ce que doit contenir une publication scientifique quand on utilise un outil d'IA. Et donc, il y a des critères et on est censé évaluer maintenant les publications scientifiques. Donc, quand on review un papier qui utilise un système d'IA, on est censé checker ces critères de qualité, c'est-à-dire que est-ce que l'IA est clairement annoncé? Est-ce qu'il y a une validation rigoureuse? Est-ce que l'échantillonnage est important et pas trop biaisé? Et derrière, est-ce que les données sont ouvertes et jusqu'à quel point elles sont ouvertes? Et vous allez voir que maintenant, à partir du moment où vous avez une grosse base de données, ça coûte des sous de la construire, mais elle est monétisée derrière. Et donc maintenant, la plupart de ces solutions ne sont pas ouvertes. Il y a de plus en plus de publications. Donc, quand j'ai préparé le topo, maintenant on en est à 97 quand on fait IA et amylose cardiaque. Quand j'avais fait le topo à la SFC l'année dernière, on en était à 50. Donc, vous voyez qu'on est sur une phase exponentielle. Et en fait, ça va quand même assez vite de faire le ménage si on ne garde que les papiers originaux. Puisqu'il y a à peu près un quart de ces papiers
qui sont uniquement des articles originaux. Tout le reste, c'est de la mousse, peut-être faite par l'IA d'ailleurs. Et si on s'intéresse à l'électrocardiogramme, l'échocardiographie et la médecine nucléaire, vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas tellement de choses dessus. Alors, sur le CG, le but, initialement, c'était de faire le diagnostic d'amylose cardiaque et de caractériser, de faire le diagnostic différentiel par rapport aux hypertrophies. Et puis, on va le voir après, il y a des gens qui ont essayé d'évaluer l'intérêt de discriminer en rajoutant l'ECG à l'écho. L'avantage, c'est que vous avez déjà les interprétations automatiques de l'électrocardiogramme et que potentiellement la population cible, elle est extrêmement large. L'inconvénient, c'est que les analyses automatiques de CG, ça fait longtemps que plus personne les regarde. Actuellement, il n'y a pas de différence d'étiologie entre les ATTR, les AL. C'est un angle qui est uniquement cardiologique et donc ça ne va pas vous permettre de dépister vos canaux carpiens, mais peut-être que ça pourrait être éventuellement quelque chose qui pourrait être implémenté en consultation d'anesthésie des gens qui viennent pour un canal carpien. Et il commence à y avoir quelques publications sur le fait qu'il y a éventuellement la possibilité d'adresser la phase prodromique de la maladie avec des signaux d'IA qui s'allument un petit peu avant la date du diagnostic de la date index. Et ça pose une question, c'est que probablement que dans les bases de données contrôle, il y a potentiellement des amyloses cardiaques qui sont à cette phase prodromique. Et donc, probablement aussi que la qualité des bases de données, petit à petit, ça ne va pas être juste de savoir jusqu'à quel point vous avez caractérisé vos patients, mais pendant combien de temps vous les avez suivis derrière pour être sûr que derrière, ils n'ont pas développé à 1 an, à 2 ans, à 3 ans la pathologie. Et donc maintenant, les bases de données, ça ne doit pas être non seulement des bases de données qui sont caractérisées à un temps T, mais sur lesquelles vous avez des données de suivi. Et on en passe à l'échocardiographie. Alors initialement, donc c'est là où il y a le plus de papier. Vous voyez, là, ça foisonne. Et initialement, c'était des papiers très axés écho avec la différenciation des différents types d'hypertrophie. Et au départ, il n'y avait pas beaucoup d'amylose cardiaque, peut-être aussi parce que dans les hypertrophies dites idiopathiques, il y avait un peu d'amylose cardiaque aussi. Et initialement, il y avait très peu de validation externe. Actuellement, on en arrive à des phases où vous avez 4 ou 5 solutions qui sont validées avec des grosses cohortes et des systèmes de validation externe. On en a parlé un petit peu, je vais brièvement remontrer ce que j'ai fait hier. Ces outils utilisent essentiellement la coupe apicale 4 cavités en 2D, donc il n'utilise pas d'acquisition en TVI, n'utilise pas de données Doppler. Les performances diagnostiques, elles sont globalement bonnes à très bonnes. Quand on voit les AUC, on est autour de 0,85 à 0,90. La problématique, c'est que même avec ces excellentes données-là, si on veut les appliquer sur des données de screening, on va probablement avoir des taux de faux positifs qui vont être importantes. Et l'autre critique, c'est que ces solutions, quand elles sont présentées sur des populations à prévalence enrichie en amylose cardiaque. Donc il y a 20-30% d'amylose cardiaque sur les populations pour lesquelles les solutions sont présentées. Et donc fatalement, le taux de vrais positifs augmente énormément et on a l'impression que le problème est réglé alors que ce n'est pas le cas. Il y a des solutions qui ont commencé à penser à ça, en particulier en ajustant le niveau de sensibilité et de spécificité pour maximiser la spécificité et éviter les faux positifs. C'est le cas de InVision qui a vraiment fait ce choix-là. Dernier point, actuellement, les solutions d'IA à l'écho ne permettent pas de faire le diagnostic étiologique d'amylose, mais font vraiment le diagnostic d'amylose cardiaque tout venant. On commence à entrer dans la phase où il faut, pour que ces outils soient remboursés par les assurances aux États-Unis ou par le système de soins, il va falloir que ces outils-là démontrent une utilité clinique
Et donc cette utilité clinique, ça peut être l'anticipation du diagnostic. Et donc ça, c'est une publication toute récente sur le fait que, encore une fois, avant la phase de diagnostic, il y a une phase prodromique et que il y a déjà un signal au niveau de l'IA sur cette phase prodromique, même si vous voyez que les probabilités qui sont à ce moment-là données par l'appareil sont relativement faibles, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les patients qui sont à phase prodromique ont une probabilité donnée par l'IA qui est autour de 20 à 30%. C'est déjà plus important que les gens qui vont derrière ne pas développer la maladie, mais ça reste difficile à utiliser en pratique clinique. Et puis, il commence à y avoir aussi des choses sur le pronostic. Donc ça, c'était aussi un papier relativement récent où ils ont fait de la mesure automatique de l'ITV sous-aortique par l'IA. Et ils ont démontré que à chaque fois qu'on perdait 5% d'ITV sous-aortique, on se retrouvait avec un hazard ratio qui dépassait les 1 sur les MACE. Et donc, potentiellement, cette manière de faire permettait d'avoir une bonne reproductibilité et éventuellement d'avoir un suivi longitudinal avec des red flags sur les patients qui s'aggravent, même de manière un peu, on va dire, subtile, quoi. Dernière chose, pour les centres qui ont la possibilité de faire de l'interopérabilité sur de l'électrocardiogramme et de l'échographie cardiaque, il y a un intérêt éventuellement à rajouter l'un à l'autre. Ça ajoute une valeur diagnostique meilleure. Alors, d'une manière globale, l'échographie cardiaque fait mieux que l'électrocardiogramme en termes de possibilités diagnostiques et de performance diagnostique. Mais l'addition des deux fait un petit peu mieux que chacune des deux modalités prises isolément. Mais après, la problématique, c'est que toutes les bases de données ne sont pas interopérables. Et nous, par exemple, à l'assistance publique, on a des électrocardiogrammes qui font des ECG numériques, qui sortent un ECG papier qui est religieusement scanné par l'infirmière dans notre dossier médical, et c'est ça à la fin qui reste. Et donc, inutile de vous dire que le scannage papier, ça ne sert strictement à rien, et que si vous n'avez pas un électrocardiogramme numérique, vous pouvez toujours vous brosser pour aller faire ce truc-là. C'est pas très IA compatible, mais... donc, il n'y avait pas IRM sur le truc, donc je ne parle pas d'IRM. Ça m'a fait 3 slides en moins, c'est pas plus mal. Par contre, je vais parler un tout petit peu de médecine nucléaire. Il y a eu quelques papiers qui ont été faits, en particulier Marc-Antoine qui a fait un papier il y a 1 an et demi sur l'intérêt des outils d'IA pour l'analyse de la scintille au biphosphonate. Et alors, petit 1, ça marche vraiment bien. Petit 2, il y avait des cartes de chaleur qui étaient publiées qui permettaient de valider que quand l'IA vous dit qu'il y a de l'amylose, il a bien regardé le cœur et qu'il n'est pas parti ailleurs. Regardez par exemple qu'en haut à gauche, il y a marqué centre de référence amylose et que c'est à cause de ça qu'il fait le diagnostic. L'intérêt, alors quand vous avez des scintigraphistes qui sont bons et qui sont bien réveillés tout le temps, il est peut-être négligeable, mais par contre, quand on parle de grandes séries et de centres qui ne sont pas forcément experts en amylose, ça peut peut-être permettre de rattraper des grades de Perugini 1, en particulier quand les patients ne sont pas adressés pour un diagnostic d'amylose cardiaque. Et donc, voilà, votre patient, il a été screené pour un cancer de prostate, etc. Puis en fait, on lui fait une découverte incidentale de maladie, mais qui peut être potentiellement utile pour lui. Voilà, en conclusion, donc ça c'était en 2024, vous voyez que ça continue en 2025. Vous avez vu que la moitié des papiers que je vous ai présentés ont été quasiment publiés dans l'année. Donc c'est un sujet qui est très actuel. Selon la question posée, le choix des armes diffère vraiment sur l'ECG et l'écho. On est maintenant à se positionner sur les stratégies de screening, et raccourcir le délai de latence et l'errance diagnostique. Sur l'IRM et la scintille, là je pense que vraiment on est sur l'optimisation de la qualité du compte-rendu et le fait de ne pas passer à côté
du diagnostic qui, par ailleurs, pourrait être réalisé si les observateurs étaient tout le temps éveillés, tout le temps à fond et pensaient tout le temps à l'amylose. Voilà, encore une fois, ces papiers, maintenant, il y a un incrément en qualité sur les papiers qui sont proposés sur l'IA. Et maintenant, on passe plus tellement sur le fait de savoir si on a des outils d'IA qui peuvent faire le diagnostic d'amylose cardiaque. On en a, on est vraiment sur la phase où est-ce que ces outils vont être utiles dans notre pratique clinique et qu'est-ce qu'ils peuvent démontrer de ce point de vue-là. Je vous remercie. Merci Vincent. Du coup, Marc-Antoine, pour le dernier topo sur l'analyse des images avec l'intelligence artificielle, à propos de la standardisation et la quantification des signaux, je pense, grâce à l'IA. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité, de m'avoir attribué le sujet qui m'a beaucoup inspiré. Et donc, je vais vous parler de standardisation et de quantification, en sachant que l'IA en imagerie, finalement, elle a assez peu de fonctions, avec la fonction première qu'on s'imagine tous très bien et qu'on a vu dans les papiers que vous a présenté Vincent, ça va être une fonction de classification. Déterminer si le diagnostic, par exemple, est positif, négatif, diagnostiquer si le pronostic est mauvais, si le pronostic est bon. Donc, cette fonction de classification, elle est utilisée dans la quasi-totalité des papiers aujourd'hui, et en tout cas pour le diagnostic, ça fonctionne du tonnerre. Mais ce n'est pas les seules finalement, possibilités offertes par l'intelligence artificielle en imagerie médicale, avec notamment des objectifs de standardisation et de quantification de ce qu'on peut voir sur l'image. Alors, finalement, l'amylose cardiaque, c'est une maladie qui reste au moment du diagnostic, en tout cas, une maladie dont l'évaluation repose en tout cas largement sur des paramètres qui sont mesurables en imagerie. À savoir, donc là, dans l'algorithme PNDS, il va y avoir l'échocardiographie, l'IRM cardiaque, et puis un petit peu plus bas, la scintigraphie osseuse. Et donc, pour le diagnostic de la maladie et pour le pronostic, ça va être assez incontournable d'avoir accès, de faire de l'imagerie en tout cas. En parallèle de ça, donc on a une offre de soins qui s'élargit avec l'arrivée sur le marché de nouveaux traitements. Et donc, en plus de cette question diagnostique, va se poser la question du monitoring de la maladie de ces patients pour discuter l'adaptation des traitements avec, comme on l'imagine dans la L, par exemple, des patients toujours progresseurs chez qui on pourrait implémenter des traitements. Encore une fois, pour le monitoring de la maladie, ça repose assez largement sur l'évolution des paramètres, différents paramètres d'imagerie, avec encore une fois l'échographie, point d'interrogation pour la scintigraphie et l'IRM. La problématique qui se pose, ça va être une problématique essentiellement de reproductibilité. Donc quand on est dans un centre expert, c'est toujours le même opérateur qui va réaliser les examens, donc on imagine très facilement que la reproductibilité va être plutôt bonne, ce que corroborent d'ailleurs certaines études. En revanche, dans la pratique clinique du quotidien, quand on n'est pas dans un centre expert, que c'est l'interne qui va faire l'écho de réévaluation, je ne dis pas que les internes ne savent pas faire d'écho, mais en tout cas, voilà, il va y avoir différentes problématiques de reproductibilité à plusieurs niveaux et pour toutes, finalement, les imageries, que ce soit pour l'échocardiographie, la scintigraphie ou encore l'IRM. Donc ce problème de reproductibilité, il est finalement multifactoriel avec avant tout une variabilité humaine, intra-individuelle, qui va dépendre de l'expérience de l'opérateur, du choix des coupes, des interprétations. Et à côté de ça, donc, il va y avoir la variabilité liée à la technique et à la mesure selon la technique. Donc ça va dépendre par exemple des paramètres d'acquisition, de protocole pour la scintigraphie, des contraintes patients avec des morphologies pas toujours évidentes à explorer, avec une écogénicité discutable, le fait qu'il y ait certains matériels comme les valves mécaniques qui peuvent gêner l'interprétation de certaines images. Et donc la question se pose finalement chez les patients qui ont une amylose cardiaque, qu'on va réévaluer. Est-ce que la progression des paramètres qu'on va voir, qu'elle soit dans le bon ou dans le mauvais sens, finalement, va être une progression réelle de la maladie ou est-ce que ça va être un bruit de mesure? Et donc, quel est le rôle de l'IA dans ce contexte?
Alors, quelques petites notions de base sur l'IA. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones? Comment ça fonctionne de façon globale? Donc, si je devais résumer, je dirais que le réseau de neurones, finalement, il va prendre une image en entrée, il va la décomposer en un vecteur de valeur. Et c'est à peu près pareil pour tous les réseaux de neurones, ça fonctionne comme ça. Donc, un vecteur de valeur, par exemple, là, je mettais une image X, donc qui va avoir un vecteur de parfois plusieurs dizaines de milliers de valeurs. Ça fonctionne comme ça. Donc, chaque valeur, ici V1, V2 jusqu'à VI, représente une dimension, une coordonnée dans un espace à tout autant de dimensions. Et donc, comme je vous le disais, en fonction de la taille des vecteurs, chaque image peut avoir jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dimensions, dont la visualisation est complètement impossible. On peut avoir 10 000 dimensions. Mais par contre, dans cet espace, de façon mathématique, on arrive à déterminer finalement la distance entre différentes coordonnées d'images. Et donc c'est comme ça que fonctionnent en fait les réseaux de neurones. Ils vont essayer de calculer des distances, ils vont voir les rapprochements de certaines images dans cet espace mathématique. Alors pourquoi je dis ça? Par exemple, là, c'est ce qu'on avait fait à Mondor sur l'article de scintigraphie dont vous parlez, Vincent. On a pris toutes les scintigraphies, elles sont passées par un réseau de neurones, donc elles ont toutes été décomposées en vecteurs de valeur. Et donc, ce qu'on arrive à faire, quand on a cet espace multidimensionnel, c'est qu'on va faire des techniques de réduction dimensionnelle. Le t-SNE en est un bon exemple, l'analyse en composantes principales, un autre. Et donc, on fait la réduction dimensionnelle. Le but de cette réduction dimensionnelle, c'est de pouvoir présenter sur un espace en 2 dimensions, du coup, les coordonnées d'images multidimensionnelles pour que ça nous soit accessible, tout en conservant finalement la différence géométrique de distance entre les différentes images. Et donc là, ce qu'on peut voir sur à peu près 3000 scintigraphies de Mondor, qui avait servi de jeu d'entraînement sur l'algorithme qu'on avait fait, c'est que les Perugini 3 et 2, elles clusterisent tout ensemble. Elles sont toutes dans la même région. Donc ça, c'était vraiment pour vous illustrer un petit peu comment fonctionne un modèle de machine learning, de réseau de neurones. Et donc, je vais vous parler un petit peu plus en détail, donc pas tous les papiers, parce qu'il y en a un paquet, assez peu finalement sur l'amylose, mais sur les paramètres de différentes imageries utilisées en cardio, il y en a beaucoup. Et donc, je vais vous parler de papiers assez fondateurs, finalement, qui permettent de bien comprendre à quoi peut servir la standardisation, qu'est-ce qu'il faut en attendre et quelles sont ses limites. Donc, le premier papier, Circulation 2018, où l'équipe de Zhang a essayé d'automatiser complètement la relecture d'une échographie. C'est-à-dire que là, on va partir de la sélection de la vue, c'est même la sélection de la vue que va faire l'algorithme, et à partir de cette sélection de vue, il va arriver jusqu'à quantifier du coup certaines mesures que vous faites au quotidien. Et donc 14 000 études écho, ce qui est quand même plutôt beaucoup. Comme je vous le montrais sur les scintigraphies, donc en fonction des vues, ça c'est un t-SNE plot qui différencie du coup les différentes études en fonction de la vue. C'est du non supervisé, ils ont juste décomposé en vecteur de valeur, ils ont projeté ça là en 2 dimensions. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça clusterise déjà plutôt pas mal, avec donc une couleur différente pour chaque vue échographique que vous êtes habitué à faire. Et donc c'est plutôt important tout ça parce que finalement, en fonction de si l'image est plutôt dans tel cluster ou un autre, on va avoir une probabilité du coup de l'image d'appartenir à un cluster. Et donc, vu que là, il y a 23 vues différentes, on va calculer pour chaque boucle écho, du coup, d'une étude, la probabilité qu'elle appartienne à chacune de ces 23 vues. Voilà. Est-ce que cette boucle-là, c'est une parasternale grand axe? Ils vont faire la même chose pour les 23 vues. Et donc, ce qu'on peut voir ici, ça, c'est une matrice de corrélation, avec, à gauche, du coup, c'est les échographies... pardon. Relu par un échographiste aguerri, et puis en bas, c'était les prédictions faites par le modèle. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que de façon générale, sur la diagonale, il y a une très très forte corrélation quand même entre la machine et puis la lecture de l'expert. Avec toutefois quelques discordances. Donc, c'est ce qu'on peut voir. On peut voir ici, par exemple, il y a quelques discordances avec quelques images qui sont finalement pas très très bien classées. Et donc,
Ça va servir de contrôle qualité. Ça va être vraiment une première étape pour la standardisation. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque image va avoir une probabilité d'appartenir à telle classe. Et donc, quand la probabilité est extrêmement haute, ça veut dire que cette boucle ressemble de façon quasi certaine à une image, en tout cas une coupe standard. Et donc, on peut accorder un degré de confiance assez élevé dans la classification. En revanche, on peut voir des probabilités réparties parfois entre plusieurs classes, avec 40% de chances d'appartenir à telle classe, 30% de chances d'appartenir à une autre classe. Et donc ça, ils sont retournés voir chez ces patients-là, qui étaient mal classifiés du coup, ils sont retournés voir, et ça correspondait souvent à des images de mauvaise qualité, avec voilà, des boucles ambiguës, des valves mécaniques, en tout cas des choses qui gênaient l'interprétation du coup de la machine de l'image. Et donc ça, en fait, ça a vraiment servi de contrôle qualité. Parce que dans toutes ces études, il y a vraiment un point important, c'est le contrôle de qualité des différentes images qu'on va implémenter dans la machine pour être sûr, en fait, que le résultat soit vraiment interprétable. Et ne pas... C'était le même problème que les hallucinations tout à l'heure, en fait, qui ne nous induisent pas en erreur, finalement, en prédisant que ça appartient à une classe, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et surtout qu'ils puissent nous avertir qu'il y a un problème de classification. Donc ça, c'est vraiment... crucial, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, deuxième objectif de cette étude, ça va être la segmentation de l'image. C'est-à-dire que la segmentation, c'est tout simple, en fait, il va venir délimiter les différentes structures anatomiques sur cette image. Ça se fait sur l'écho, ça se fait sur le scan, sur l'IRM, ça se fait vraiment très très bien. Et encore une fois, donc, ils vont comparer les délimitations faites par un expert des délimitations faites par le réseau neurone. Et ça marche plutôt pas mal, avec des taux de concordance, en tout cas, qui sont ma foi, plutôt élevés, que les auteurs rapprochaient, en tout cas, des taux de concordance entre deux opérateurs, par exemple. En tout cas, ils disaient que leur modèle se rapprochait vraiment de la lecture d'un expert pour délimiter ces fameuses cavités. Le point qui nous intéresse ici, ça va être la quantification. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le modèle a segmenté les différents compartiments, on va venir appliquer en fait sur cette segmentation des mesures, tout ce qui est le plus simple. En fait, ce qu'on fait déjà sur les échographies, avec le calcul du nombre de pixels quand c'est en 2D, voxels quand c'est en 3D. Et donc ça, le modèle peut le faire. C'est plus l'IA quand on calcule. On va dire que c'est le calcul rajouté à la segmentation qui permet de faire une quantification. Et donc là, on voit que finalement les différentes mesures, que ça aille de la FEVG finalement au strain global, c'est plutôt pas mal. Avec ici, alors c'est un petit peu difficile à lire comme résultat. Ici, donc, ça voulait dire que 50% des patients avaient une variation par rapport à la lecture de l'expert à moins de 1,4% pour le strain. Et c'est ce qui est communément admis, en tout cas ce que j'ai lu, je ne suis pas cardiologue non plus, mais en tout cas c'est ce qui est à peu près communément admis pour les relectures entre différents opérateurs humains. Et donc là, vraiment, le taux de variation de lecture du modèle par rapport au modèle, du modèle par rapport à l'expert était plutôt intéressant et comparable finalement à une lecture humaine. Et ça marche pour tous les autres paramètres. Enfin, là où ça devient un peu encore plus intéressant, en tout cas plus pratique, ça va être finalement l'application de ces différents points sur un modèle de cardiopathie. Donc là, ils ont pris des cardiopathies, une patiente qui était traitée par trastuzumab, et du coup, ils ont appliqué de façon longitudinale ces mesures automatisées sur le strain longitudinal global que vous voyez ici. Voilà, ça c'est en ordonnée. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment une diminution progressive du strain pendant l'utilisation du trastuzumab avec une amélioration à l'arrêt de ce dernier. Et donc, on a l'impression que ça fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, c'est assez encourageant. Enfin, le dernier point de ce papier, c'est la classification. Ce n'est pas tant mon sujet, mais ils sont allés voir si ça permettait de bien classer les amyloses ou pas. Toujours se méfier dans ces classifications des courbes ROC, parfois un petit peu trop belles, et vraiment bien regarder ce que ça représente en fait, et quel est le but finalement de notre entreprise. Est-ce que c'est vraiment d'aller dépister sur des dizaines de milliers d'échos un patient, rechercher l'amylose sur des dizaines de milliers d'échos, auquel cas en fait la prévalence étant très faible, même si on a des bonnes spécificités, bonnes
sensibilité, en fait, la valeur prédictive positive va être très très fortement impactée par la faible prévalence. Donc se méfier quand même de ces courbes ROC qui sont belles. Donc finalement, en écho, l'automatisation de la chaîne est possible, hein, avec la quantification. Les performances sont globalement comparables à la pratique clinique. Et le gain majeur, finalement, n'est pas diagnostique, mais ça va être vraiment la standardisation, vous l'aurez bien compris, avec les mêmes règles de mesure appliquées à toutes les échos, moins de dépendance du coup à l'opérateur, et ça ouvre la porte du coup à un suivi longitudinal un petit peu plus fiable. Mais tout ça, ça n'a de valeur qu'avec un contrôle qualité satisfaisant, hein, qui puisse avertir quand l'image n'est pas de bonne qualité. Donc bon, il y a plein de papiers qui sortent sur des mesures précises. Alors c'était le strain sur la FEVG, enfin, c'est en explosion, hein, le nombre de papiers, on comprend pourquoi. Et bien souvent, en fait, ce sont des modèles qui vont se retrouver après dans vos machines d'écho, hein, parce qu'on les implémente directement dans la lecture, enfin, dans les logiciels de lecture d'écho. Enfin, donc quelques modèles de scintigraphie, j'y passerai assez vite. Donc la scintigraphie, c'est exactement le même principe que ce que je viens de vous présenter, en fait, hein, c'est-à-dire qu'ils vont segmenter finalement l'image. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des modèles avec très 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 peu d'images, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé on va dire des pré-modèles entraînés sur des dizaines de milliers d'images, ce qui s'appelle des modèles fondateurs, et qui sont un petit peu des modèles prêts à être employés, mais il faut juste les spécialiser un petit peu. Et pour ça, on n'a pas besoin de beaucoup d'images en plus pour leur dire quoi faire. Et donc je trouve en tout cas moi la technique très très intéressante. Ils ont fait la même chose sur l'IRM avec 33 millions d'images d'IRM. Et donc ensuite, voilà, une fois qu'ils ont appris la musique, on leur fait jouer des partitions un petit peu plus spécialisées de piano par exemple, pour l'image. Et donc c'est ce qu'ils ont fait pour la scintigraphie. Ils ont utilisé un modèle qui savait déjà segmenter les cavités cardiaques, sur lequel ils sont venus mettre le masque du SPECT-CT pour pouvoir calculer donc tout un tas de paramètres liés à l'hyperfixation. Hein, donc là, il y en a un certain nombre, hein, CPA, VOI. Et donc, ils sont allés voir par rapport à une lecture humaine du diagnostic positif ou négatif de la scintigraphie, quelle performance ça avait. Donc moi, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt pas mal. Et donc la même équipe, après avoir fait ce papier sur la quantification, sur la preuve de concept de la quantification en scinti, est allée voir de façon longitudinale, du coup, ce que ça donnait. Hein, donc encore une fois, assez peu de patients, hein, il y en a une quarantaine. Et donc ces patients, finalement, vous pouvez le voir ici, on voit que, en particulier, donc là, hein, c'est le CPA, c'est la métrique qui performait le mieux. Donc ça s'améliore après traitement, c'est significatif. Et donc le truc très intéressant aussi, c'est qu'un certain nombre de ces patients avaient des IRM, par exemple, hein, et qu'on peut voir qu'il y avait une bonne corrélation entre l'IRM et puis l'amélioration du CPA. Même principe, j'ai plus beaucoup de temps, je vais passer vite, mais c'est exactement le même principe, où cette fois-ci, ils sont allés rechercher des évolutions des biomarqueurs, certains paramètres écho. Voilà, donc l'IA, finalement, ça permet de limiter le bruit de mesure, ça rend les mesures plus fiables, ne la rend pas vraie pour autant, hein, donc encore une fois, attention à ce contrôle qualité. Ça permet de limiter également la dépendance à l'opérateur, avec une automatisation, finalement, des différentes étapes, pour la rendre reproductible. Et donc ça rend possiblement comparable, hein, les images à différents points. Juste deux petits mots pour la fin. Donc j'avais fait ce papier, c'est vraiment purement terre à terre. Hein, c'est le temps long, en fait, quand on fait de la recherche en intelligence artificielle, je dirais sans langue de bois, c'est assez effroyable en tout cas de se frotter à toute l'administration, parce que les équipes en tout cas sont pas vraiment formées. Hein, et donc il y a vraiment un gap qui est phénoménal entre le temps administratif, hein, vous le voyez ici, pour cette étude-là, ça a été 1 an et demi. 1 an et demi de discussion, hein, avec la DRCI, avec l'informatique. Enfin, c'est multifactoriel, hein, c'est pas j'incrimine personne, mais voilà, donc 1 an et demi de temps administratif et finalement 142 secondes d'analyse des 17 000 images du CHU où j'étais. Et donc c'est cool, hein, que le modèle performe bien, mais en pratique, en fait, il faut faire pareil pour l'utilisation de chaque modèle, ça n'a pas fonctionné, parce que si c'est pas fonctionnel, on n'utilise pas. Et enfin, j'ai demandé à ChatGPT, tout simplement, je lui ai mis une scintigraphie de notre article, c'est tel quel, hein, je n'ai rien rajouté. Voilà, donc quel est
quel est cet examen et les principales anomalies. Donc vous le voyez, il le décrit bien, c'est une scintigraphie osseuse corps entier, il me dit qu'il y a une fixation cardiaque intense qui est anormale, et il va même jusqu'à faire le score de pérogénie sans que je lui demande rien d'autre. Et donc après, ça a défilé, hein, il me disait le diagnostic aussi évoqué, et puis probablement les examens à faire. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut s'inquiéter ou pas, mais c'est intéressant. Bon. Merci à tous. Je suis personnellement un peu triste de ne pas avoir pu buzzer un avatar, mon premier buzz d'avatar. Merci beaucoup Marc-Antoine. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle par rapport aux présentations qui ont été faites. Merci. Oui, Marc-Antoine, ma question c'est, quand on parle de quantification, et l'arrière-pensée c'est de pouvoir faire du suivi de quantification, j'ai l'impression qu'on bride les outils d'IA en leur disant bah, écoutez, proposez-nous quelque chose de la quantification sur le strain, etc. Est-ce que tu as vu des choses où on laisse la machine sans supervision nous définir des critères sur lesquels on pourrait faire de la bonne quantification et du bon suivi? Alors, j'ai pas vu, et c'est vrai que l'explicabilité des modèles, en tout cas, est vraiment majeure en intelligence artificielle. Il faut qu'on puisse expliquer, voilà, quelles sont les règles qui ont permis de classifier, par exemple, ou de bien quantifier. En tout cas, j'ai pas vu de papier spécifiquement dans l'amylose. Ça existe dans d'autres pathologies, et par exemple, sur la base de radiothorax, la prédiction à 12 ans d'un cancer du poumon. Ça fonctionne bien, mais on ne sait pas comment. Donc, c'est une démarche qui est intéressante, je pense, mais en l'absence d'explicabilité claire, ça me semble difficile, moi, à appliquer au quotidien, en fait. Et donc, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment tous ces automatisations, hein, comme je dis. Et ça, c'est demain. Hein. C'est pas la relecture de 10 000 échographies dans les bases de données. Hein. Ça va être implémenté directement, en fait, dans les machines. Hein. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment là qu'il y a de l'avenir. Alors, pour faire de l'exploratoire, oui, complètement d'accord pour tenter des choses, mais voilà, je reste quand même très très prudent, moi, sur les résultats. Et comme le disait Vincent tout à l'heure, en fait, le fait de détecter amylose, par exemple, sur une imagerie, c'est peut-être juste qu'il a vu réseau amylose plus haut. Donc, prudence. Ouais, Antoine. Merci à tous pour vos belles présentations. Justement, parlant d'applicabilité au quotidien, vous avez tous un petit peu évoqué certains écueils. Benoît Lequeux sur la sécurité des données de santé, qui est un truc auquel on ne pense pas toujours quand on veut mettre des images dans le chat GPT, que ce soit le CG à Bichat ou à la PHP, qui n'est pas encore numérisé vraiment, en tout cas dans son emploi, ou alors le temps administratif auquel on est tous confrontés. Du coup, nous, demain, qu'est-ce qui va vraiment être disponible et en quoi ça va changer notre pratique? Selon vous, ça va être quoi la première chose qui va changer notre façon de soigner l'amylose? Ouais, pas facile. Mais en fait, comme je le disais, il faut être terre à terre. En fait, on utilise vraiment ce qui est facile. En fait, ChatGPT, il y a une connexion Internet et c'est facile. Hein, donc, c'est vrai que je pense que je ne sais pas dans la salle qui l'utilise. Moi, j'ai déjà utilisé, ça fonctionne très bien. C'est hyper facile et en fait, c'est pour ça que j'utilise. Tout ce qu'on vous montre, donc en dehors du fait de l'intégrer dans des matériels éco, l'applicabilité, par exemple, à des grandes bases de données, moi je le vois avec la scintigraphie, hein, c'est un cauchemar. Quoi. C'est un cauchemar, alors que le projet est beau, mais il y a tellement de contraintes en fait, qui gênent à l'utilisation que pour moi, aujourd'hui, ça me semble difficilement applicable dans le quotidien. Mais voilà, c'est ce qui est facile qu'on fait finalement quotidiennement. Et la facilité, c'est une petite connexion Internet. Contraintes administratives ou Puis la sécurité des données de santé. En fait, c'est à plein de niveaux en fait. C'est-à-dire que aller utiliser de l'intelligence artificielle dans une grande base de données hospitalière, ça inquiète déjà. Il n'y a pas d'experts, ne serait-ce que juridiques, pour déterminer tout ça. Il y a des questions de propriété intellectuelle, il y a des questions de sécurité informatique, il y a des questions de qui va faire l'analyse, dans quel serveur,
à quel niveau de sécurité, il y a la question de comment on installe le logiciel, donc ça c'est la DSI. Enfin, c'est vraiment tout un tas de petites étapes. Après, on arrivait vite, en fait on arrivait en avance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études avant nous pour payer les pots cassés. Donc, si j'ose dire, c'est vraiment, on était quasiment les premiers à faire ce type d'études au CHU où j'étais. Et donc, ouais, c'était difficile, quoi. C'était difficile. Moi, si je peux juste rajouter un petit truc, en fait, on se rend compte que le truc est enclenché. Hein, donc, ça va à la PHP. Les radiologues ont déjà pas mal montré, et j'ai l'impression que les radiologues ont été bons, en tout cas à l'AP, parce que, un, ils sont arrivés à faire un PACS unique pour toutes leurs imageries, et deux, ils ont un logiciel d'IA qui marche pour les trucs qu'ils ne regardent jamais. Donc, typiquement, les radios de thorax, ils ne les regardent jamais. Maintenant, c'est l'IA qui nous dit s'il y a un pneumothorax après l'implantation d'un pacemaker. Donc, en fait, il y a déjà des trucs en pratique qui fonctionnent. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau des établissements pour, un, demander à ce qu'on ait ces données-là sous forme numérique. Et ça, chacun doit balayer devant sa porte. Et tant qu'on n'aura pas nos données numériques installées, etc., à un endroit clair, et ça, c'est vraiment... mais il y a un moment, c'est comme tout, c'est-à-dire au début, ça va être un effet d'annonce où on va dire... Cocorico, on est dans le point parce qu'on a dans le palmarès des hôpitaux, parce que nous, on sait faire de l'IA. Et puis à la fin, il va y avoir, quand tout le monde y sera, ça va être, vous êtes vraiment des nazes parce que vous n'avez pas vos trucs de manière numérique. Et petit 2, maintenant, en fait, quand il y a une solution d'IA, il faut bien distinguer ce qui est de la recherche et ce qui est de l'ordre du logiciel. Maintenant, les solutions d'IA, une fois qu'elles sont validées, clampées, etc., ça se transforme en logiciel. Et ces logiciels, ils sont ajoutables sur un patch, sur un pack si le truc est gros, sur une machine d'écho si le truc est petit. Et donc, maintenant, il y a une vraie transformation en solution logicielle. Et après, la question, c'est est-ce que votre institution veut bien l'acheter et quel est le coût derrière de ce truc-là. Voilà. Et après, c'est un peu la discussion qu'on a quand il n'y a pas de modèle économique et pas de remboursement. C'est qu'est-ce que ça va vous permettre de dégager comme temps médical ou paramédical pour pouvoir faire autre chose, quoi. Et même, juste une petite remarque toute simple, hein, pour l'utilisation de l'algo, moi, à la base, je l'avais conçu pour le partager, pour les rechercher les patients. En fait, j'ai pas le droit, parce que c'est une propriété intellectuelle que tu as fait. Même pas, non, ce n'est pas un dispositif médical. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne peut être utilisé que pour la recherche. Mais pour faire le dispositif médical, c'est marque HCE et c'est des dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est pas hyper... c'est pas facile. Pour rebondir sur la question de l'implémentation de ce genre de technologie, il y a deux autres... j'aurais aimé avoir votre impression là-dessus. Là, il y a deux autres enjeux que l'on voit. Par exemple, nous, au Canada, on voit des algorithmes qui nous arrivent des États-Unis, notamment de la Mayo Clinic. Quand on voit sur les cohortes d'entraînement sur lesquelles ces algorithmes ont été développés, on voit la Mayo Clinic, là, il y avait plus de 90% des patients, c'était des hommes blancs de plus de 60 ans. Et donc, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ces algorithmes dans ma population plus cosmopolite de Montréal ? Je pose toujours la question, est-ce que la performance annoncée va être la même dans ma population ? Puis la deuxième chose est aussi l'effet de boîte noire. On ne sait pas toujours comment l'algorithme va déterminer telle prédiction. Et comme je pense que l'avatar de Benoît mentionnait, ça reste la responsabilité du clinicien de décider s'il va utiliser ou pas l'algorithme. Donc si jamais, par exemple, l'algorithme dit ce patient-là a un risque à 5 ans de développer une amyloïdose, je décide de suivre cet avis ou de ne pas le suivre, ça reste ma responsabilité. Mais c'est toujours difficile quand on ne sait pas exactement pourquoi on propose ça. Donc je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Je pense que ça va même au-delà de ce que tu soulignes sur l'extrapolation possible des problématiques d'IA. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une population à l'autre, il peut y avoir des shifts. Et si ton modèle a été entraîné et que
il a été testé derrière sur une seconde population qui ne diffère pas énormément de la première. Il y a toujours le risque en fait, ton modèle il soit overfité pour ta population de départ. Et donc, il faut à minima avoir un petit test sur ta population locale pour vérifier si les performances diagnostiques sont reproductibles. La deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir un shift dans le temps, parce que, par exemple, si ton logiciel analyse une granularité d'image et que tu changes d'échographie, ou qu'il y a un update de ton logiciel, ou que où tu n'utilises pas les mêmes marques d'échocardiographe, à ce moment-là... Voilà. Imagine que sur ton électrocardiogramme, les filtres de l'ECG ne soient pas le même. Et tout ça, ça peut influer sur la performance diagnostique. Peut-être pas de manière importante, mais on a vu quand on était sur du screening de patients, en fait, si tu passes de 95% de sensibilité à 90%, ton nombre de faux positifs d'un seul coup va exploser, en fait. Et voilà. Et après, c'est vrai que je pense que c'est important de dire que actuellement, ce sont des aides à l'outil diagnostic, mais ce ne sont pas des outils diagnostiques. Pour faire des outils diagnostiques, il faut faire une comparaison par rapport à la méthodologie de référence et montrer qu'on est mieux ou moins bien. Donc à la fin, ça reste quand même de la responsabilité médicale de savoir qui on va suivre, qui on ne va pas suivre, etc. Mais tu soulignes encore un autre truc, c'est si tu dis, voilà, d'un seul coup, je sais pas moi... 100 patients en plus à suivre de manière rapprochée parce que l'IA a dit qu'ils étaient à risque, et s'ils se trompent, qui va payer ces consultations en plus? C'est le système de soins. Si tu sais que là-dedans, il y en a peut-être 80 qui à la fin vont rien développer du tout. Il y a le coût en termes économiques et puis le coût en termes d'annonce aussi, à dire aux patients, vous êtes à risque de quelque chose. Pourquoi est-ce que les collègues, vous les revoyez dans 5 ans, puis moi, vous me revoyez dans 6 mois va falloir expliquer tout ça. C'est de dire que c'est l'IA qui a dit. C'est pas si évident. Je vous propose qu'on passe à la facilitation. Merci beaucoup encore. Marc-Antoine, si tu veux t'asseoir juste là. Bonjour à tous. Donc j'ai la tâche de faire la facilitation de cette session, même si je pense que pas forcément nécessaire avec un graphique pareil réalisé par Lucie. Alors pour résumer chacune des orations, le docteur Benoît Lequeux, ou plutôt son avatar, nous a rappelé en fait le caractère évident de l'arrivée de l'IA pour les patients dans le cadre de leur parcours, avec une possibilité d'avoir une information ou une éducation thérapeutique augmentée pour faciliter l'observance, la compréhension de la maladie, l'adhésion au traitement, mais aussi avec des limites. Ces types de prise en charge par des avatars ou des chatbots correspondent à l'utilisation de modèles de LLM qui ne sont pas forcément encore certifiés sur le plan médical. Donc ça implique que ce soit supervisé, adapté au patient et à son profil. Et bien sûr, ça soulève la problématique du consentement du patient, de l'utilisation de ces outils pour sa prise en charge, et également la problématique de la sécurisation des données de santé avec le référentiel HS qui vous a été mentionné, et bien sûr aussi pour les patients, l'inégalité d'accès sur le plan de la compétence numérique de l'utilisation de ces dispositifs. Le professeur Algalarondo nous a parlé de diagnostic augmenté, notamment au niveau de l'électrocardiogramme et de l'échocardiographie qui, pris séparément ou combinés ensemble et augmentés avec l'IA, peuvent améliorer en fait le délai diagnostique et du coup la mise en place de traitements spécifiques de l'amylose avec la détection de signaux prodromiques permettant peut-être un screening à plus grande échelle modulo adapté, l'équilibre entre la sensibilité et la spécificité pour éviter les faux positifs. Ça peut être utile notamment dans les centres non experts pour le côté imagerie, avec l'utilité clinique qui reste quand même à démontrer et la problématique de l'interopérabilité qui a été signalée, scanner un ECG et utiliser le format PDF pour l'utiliser dans le terme d'optimisation du diagnostic est un peu inutile. Donc il y a aussi ce qui vient d'être discuté avec tous les orateurs sur l'utilisation de logiciels au sein même de vos appareils, que ce soit les PACS ou les appareils d'écho. Et le docteur Marc-Antoine Delbar nous a parlé d'analyse d'images, notamment de standardisation avec un côté un petit peu technique sur l'aspect vectorisé, réseau de neurones, classification versus supervision, qui permet en fait une quantification plus robuste et peut-être une amélioration de la précision de la qualité des images pour le suivi, pour nos patients, pour savoir s'ils sont stabilisés sous traitement ou est-ce qu'ils échappent,
qui permettent en fait un meilleur suivi longitudinal. Donc si on peut résumer, avant le diagnostic, on peut se dire qu'on va raccourcir la précocité du diagnostic et l'accès. Pendant, préciser mieux le diagnostic grâce à la qualité des images augmentée et améliorer le suivi sur le plan longitudinal. Voici mes conclusions. Bien sûr, supervision médicale. Merci beaucoup à tous les orateurs et modérateurs et à l'avatar de Benoît. Petite pause de 15 minutes, le temps de prendre un café, une viennoiserie. On se retrouve à 11h20 dans la pièce.